On va se regarder, on va se le regarder, on va se regarder ça. Donc du coup, le film FNAF est nul. Du coup, c'était la suite dans sa miniature, mais c'est marqué, le film FNAF est nul. Du coup, par KD. C'était il y a 7 mois. Hein, j'ai l'impression que c'était il y a plus longtemps. Bah, bref. Et du coup, il va vraiment déglinguer le film. Donc voilà. Avertissement à deux types vertissement. J'avais pas compris. Cette vidéo spoil la putain de race à l'intégralité du film. Si tu ne l'as pas vu, ne mange pas un tacos au caca et regarde-le d'abord. Bon, après, si tu l'as pas vu, mais que tu t'en cires le jonc avec du sable, c'est entièrement ok aussi. Apagnement vote, peu disgracieux. KD. C'est vraiment son style, quoi. Moi? T'es en train de dire que moi, je traite un film avec 2 ans de retard? Oui. Mais pas du tout. Mais c'est pas non plus comme si la suite du film qu'on va traiter dans cette vidéo sortait dans genre 4 mois, tu sais. Oui, c'est vrai qu'il y avait eu la suite. Et oui, bonjour à tous. En effet, aujourd'hui, c'est une première, puisqu'on va traiter d'un film qui a énormément divisé les gens, entre ceux qui ont adoré et ont dit que c'était le meilleur film de leur vie, et ceux qui ont dit que le film était une merde monumentale, dont j'ai fait personnellement partie lors de mon premier visionnage de celui-ci. En effet, ce film qui m'a pourtant agacé la première fois que je l'ai regardé est finalement parvenu à me faire éprouver une certaine forme d'affection pour lui, et étrangement, plus je l'ai regardé, plus j'ai réussi à en voir les bons côtés. Commençons par un petit point qui nous permet de nous situer dans le temps. Le film Five Nights at Freddy's est sorti le 27 octobre 2023 aux États-Unis, puis le 23 novembre 2023 en France. C'est un premier épisode de ce qui est censé devenir une trilogie de films, et surtout une adaptation issue de la série de jeux vidéo Sachant que maintenant, il y a 2 films. Donc, du coup, la trilogie, j'attends de voir le troisième, Five moi. Nights at Freddy's. Beaucoup de gens avaient dit, ouais, le deuxième, il est pas bien et tout, la scène finale, elle n'a aucun sens. Moi, j'ai adoré la scène finale du deuxième film. Et vous? Le premier du nom étant sorti le 8 août 2014 sur PC par le génie originel créateur de la franchise que l'on ne nomme plus, Scott Cawthon. Et il faut bien se dire qu'à la base, Five Nights at Freddy's c'est un jeu full indépendant, le bro est solo à faire tout le jeu. C'est-à-dire que t'as un mec en slip chez lui qui a produit à lui seul et dans le plus grand des calmes un banger international. Banger international qui a révolutionné le monde du jeu vidéo indépendant et influencé toute une génération de créateurs dans leurs œuvres. À la Oui, tu m'étonnes. là, il est en slip, imaginez le plot twist qu'a dû être sa vie. Je dis ça parce que c'est important de noter qu'avant que Scott ne crée FNAF, les gens lui chiaient dessus ouvertement, lui disant que c'était un développeur raté qui n'était bon qu'à faire des jeux pour enfants cringe et embarrassants. Sur le fond, ils avaient pas vraiment tort. C'est pas faux, oui. Résultat, quelques années plus tard. Moralité de l'histoire, on n'a rien à branler de ce que peuvent dire les gens qui cherchent à vous descendre gratos. Le mec a fait 4,5 millions de ventes de sa franchise sur des jeux qui lui a pas dû lui coûter trop cher à faire. Et en plus de ça, sur des jeux qui coûtaient, je sais plus, une dizaine d'euros à l'époque, 10-15 euros. Donc le mec avait de quoi. Il s'est fait des couilles en or, hein, littéralement. C'est souvent un excellent remède au fait de ne pas trouver de sens à sa vie. Le jeu ayant un succès colossal à sa sortie, entre autres grâce au fabuleux Markiplier, donne naissance à plusieurs Oui, bah moi j'ai connu le jeu avec PewDiePie, mais c'est vrai que Markiplier c'était vraiment à fond sur le jeu, quoi. Il y a aussi MatPat de Game Theory, PewDiePie qui avait pas mal joué aussi, Markiplier aussi. Comme il disait, I'm the king of Five Nights at Freddy's. épisodes par la suite, allant du gros banger Ça nous rajeunit pas tout ça. dans l'espace à des morceaux de cake au caca. Fâchez-vous comme vous voulez, Secret of the Mimic, quel immense étron, indescriptible. Je suis d'accord, je suis pas fan de Secret of the Mimic. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quand j'ai commencé Vulcae, quand je jouais à FNAF Security Breach, j'avais déjà dit à l'époque que Secret of the Mimic pour moi n'avait rien d'AFNAF. C'était plus un Poppy. En fait, c'était un jeu Poppy Playtime avec un skin FNAF. Voilà. Et que, accessoirement, remplacer William Afton, le grand méchant, par le Mimic, qui est un vieux robot de merde, qui est une IA, j'ai dit, bah, nick. Évidemment, qui dit jeu qui fonctionne comme jamais dit exploitation de la franchise, et qui dit exploitation de la franchise dit très potentiellement film. Et c'est marrant, mais une info que peu de gens savent, c'est que le film FNAF à la base des bases avait été annoncé pour genre 2017 et devait être produit par Warner Bros, un géant américain de la production du cinéma qu'on ne présente plus. Le film Ouais. 6 putains d'années après la première annonce de sortie, je trouve ça lunaire perso. Et au cours de ces 6 années de battement, ça a été le chaos de zinzin. Déjà, Bah oui, parce que je crois que le créateur dans la merde, Je crois que le créateur avait vraiment mis pas mal de veto. En fait, Scott Cawthon avait vraiment développer le projet, pas mal. les envoie chier en leur Voilà, c'est ça. La première version proposée du script du film, le scénario en gros, est un étron flottant à ses yeux. Suite au désaccord incessant entre Scott Cawthon et Warner Bros, c'est finalement Blumhouse Productions qui récupère les droits du film et qui annonce qu'un nouveau scénario est en cours d'écriture. Ouais, mais sauf que non. En réalité, les premiers échanges avec Blumhouse Productions concernant le script du film se sont approximativement passés comme ça. Et c'est donc à ce moment-là qu'il s'est mis à réécrire lui-même le script du film. Les dernières lettres du script sont tapées fin 2022 et c'est donc le 1er février 2023 que commence le tournage du film. L'intégralité du tournage se déroule en Louisiane et se termine le 3 avril 2023 et même si ça paraît pas, en vrai, bah c'est plutôt long comme tournage. C'est donc seulement 7 mois après la fin du tournage que le film sort sur grand écran. Et là, sur le plan commercial, pour Blumhouse, c'est un jackpot absolu dès sa sortie. Le film dépasse même le dernier Halloween en termes de recettes puisque pour 20 millions de dollars investis pour l'ensemble de la production du film FNAF, les recettes sont de 80 millions de dollars en un week-end. Et dépassent même En un week-end. millions de dollars en un mois. Et même si ce succès commercial est plus que souhaitable, car oui, personnellement, ça m'aurait rendu franchement triste qu'un film sur un univers aussi unique que celui de FNAF fasse un flop monumental, il en est pas moins qu'il a également été perçu
Ouais, mais ça pouvait pas flop. Avec tous les gens qui adoraient le jeu, les youtubeurs qui avaient joué au jeu, qui regardaient ça, et qui ont grandi depuis l'époque du premier jeu, depuis 2014, parce que beaucoup de gens qui ont découvert ce jeu, c'était des gamins à l'époque, et ils ont grandi, ils sont allés au ciné voir le film, comme moi je l'ai fait à l'époque. L'exploitation d'une licence qui fait des scores de zinzin en toutes circonstances lorsqu'on y met le titre quelque part. Bonjour FNAF Secret of the Mimic. Warlick. Je vous propose donc de faire le tour de celui-ci de bout en bout afin de voir les points sur lesquels, à mon sens, on mange du brownie à la merde et évidemment relever les points sur lesquels c'est du banger. Car le film est bien loin d'avoir seulement que du mauvais, même si c'est malheureusement ce que j'ai eu tendance à retenir en première impression, on en parlera plus en détail à la fin. Je précise également que je ne me revendique absolument pas cinéaste, réalisateur, expert dans le domaine ou je ne sais quel autre terme de personne qui se lèveront sur des posters de soi-même. Et c'est tant mieux puisque ça me permettra de donner un point de vue de pur yankee et de spectateur quelconque sans avoir pour but de faire l'intello, le bandeur de l'ancienne école ou que sais-je concernant ce film. Ce sera un avis de pur noob qui a visionné un film tiré d'une de ses licences de jeux préférées. Ah, et Oui, voilà, un peu comme moi, quoi. à partager votre avis en commentaire, à discuter entre vous des plus et des moins, et si possible, sans insulter les morts sur 10 générations aux personnes qui n'ont pas le même avis que vous. Puisqu'on parle de goût, donc jamais tout le monde ne sera d'accord. Et c'est tant mieux, Oui. on a tous la même opinion sur tout, on s'emmerderait comme des rats crevés. Let's get right into it. Le film C'est ce qu'il disait dans sa musique. On avait tous les mêmes opinions, on s'emmerderait comme des rats crevés. Il avait mis l'extrait d'un mec qui parlait dans sa musique qui s'appelle Tolérance, que je vous invite à écouter d'ailleurs, qui est crainte de vérité. Je sais pas si je peux vous mettre. Est-ce qu'il avait mis une. Je vais vous mettre vite fait un extrait. Ah bah non, elle est peut-être copyrightée. KD, est-ce que tu peux éviter de me copyrighter, s'il te plaît? Ah merde, il y a la vidéo qui tourne en arrière-plan. Tac. Voilà. Cette musique-là, allez l'écouter. Je vais pas en mettre un gros extrait parce que le problème des musiques, bah, c'est que tout simplement, je vais me faire copyrighter par KD si techniquement on l'entend complète. Mais elle est cool sa musique. Je veux dire que je suis tunisien pour me justifier. Pas auprès de ceux qui prêchent la tolérance, mais bien de ceux qui la compromettent. C'est ce que c'est compromettre. Paix, amour, tu parles. Dis que tu penses pas comme eux, ça va vouloir te compromettre. Parle-moi de tolérance en venant jouer les contremaîtres. Arrache le drapeau de France et viens me faire croire qu'elle va renaître. T'es borné Le net, les bas s'en vers le net. De respect, plus de valeur. Sans jouer les verts, ça met le rap dans une case. C'est devenu raciste, dire arabe dans une phrase. C'est devenu fasciste de pas penser la même chose. Bientôt ce sera sexiste si on porte pas du rose. Plus aucune tolérance. On se fait faire la morale par ceux qui enculent la tolérance. Oui, bon, bref, vous avez compris le sujet de sa musique. Mais je vous invite à l'écouter, elle est superbe. Il fait son introduction en mettant en scène un garde atteint de Parkinson qui est visiblement en train de chier dans son froc pour une raison qui nous échappe et qui tente d'ouvrir une ventilation murale du fait que quelque chose tente d'entrer dans la pièce dans laquelle il se situe. Et déjà, dès les 2 premières minutes, il y a un truc qui me pose problème. Flip comme Mickey Mouse, bordel. C'est con hein, mais juste à ça je trouve que ça donne immédiatement une vibe film de frousse pour enfants, à la limite d'un épisode de Scooby-Doo. J'arrive pas du tout à prendre au sérieux la peur qu'essaie de renvoyer l'acteur qui interprète le garde. Par la suite, Timothée se fait faire un ravalement de façade par un Freddy du bled, puis le film commence. Et point que je tiens vraiment à souligner, c'est que l'intro du film est à mon goût un putain de banger de zinzin. La musique est folle, visuellement ça suit super bien. Ouais, la bande son du film, elle est superbe. C'est que du bueno. Le film se lance sur notre protagoniste principal, Mike, qui descend des fractions puis se rend avec une chaussette qui me stresse dans la pièce où se situe la deutéragoniste du film. Attends, la deutérago. What? Les deux théragonistes désignent à l'origine dans le théâtre grec antique l'acteur qui joue le deuxième rôle le plus important après le protagoniste. Ce terme vient du grec ancien deutéragonistes, qui signifie littéralement deuxième acteur. Dans un sens plus large et contemporain, le deutéragoniste est le personnage qui occupe le second rang en importance dans une histoire, ici Abby. Juste après le protagoniste, ici Mike. Merci pour le cours de français. De Abby qui se retient visiblement de saccager sa tante de gigantesque roumaine. Les échanges entre les deux personnages nous font comprendre que c'est un poil tendu entre eux et que la communication a l'air absolument à chier. Qu'est-ce que tu peux chiant? Nous atterrissons directement au taf de Mike qui est en train de discuter avec son collègue de son livre de chevet Dream Theory qui traite visiblement des méthodes pour faire des rêves lucides. Son collègue lui demande s'il peut emprunter son livre. La Dream Theory, c'était aussi une théorie. Donc la Dream Theory, qui veut dire littéralement théorie du rêve, c'est aussi une blague sur le fait que beaucoup de gens disaient qu'à une époque, il y avait une théorie qui circulait disant que tout l'univers de FNAF n'était qu'un rêve. Mike dit non. Et on comprendra par la suite pourquoi. Nous apprenons donc que Mike n'est ni plus ni moins qu'un agent de sécurité dans un supermarché random. Voyant au loin un gosse faisant office de PNJ, il se retrouvera pris de panique lorsqu'il le verra se faire traîner comme une merde parce qu'il s'apparente à être soit son daron, soit un gigantesque pédo. Mike opte pour l'option 2 et lui nique sa mère. Ayant récemment pété la gueule à ce qui était en fait simplement un père cherchant son fils qui s'était égaré, Mike est évidemment viré dans la même journée et se retrouve donc dans le bureau d'un conseiller de carrière du nom de Steve Raglan. Dans son bureau, Steve lui propose un taf. J'ai un travail pour vous. Mike dit non. Non. Steve lui dit d'accord. Attendez,
Tenez, au cas où vous changeriez d'avis. Non. Et sans doute, sans prendre quand même la carte de visite de l'autocar. Première chose qui m'a dérangé ici à titre personnel, c'est la manière excessivement obvious d'introduire le personnage de Steve Raglan, que tu sens à minima comme un espèce de mec plus que chelou qui n'a clairement pas l'air de vouloir le bien de Mike. Sans compter évidemment sur la cravate aux nuances violettes qui indique de manière que plus limpide que ce personnage n'est pas un brossure mais bel et bien un putain d'enfoiré. Ce n'est sûrement pas de la faute de l'acteur, je pense que c'est simplement la direction artistique qu'on lui attendait de suivre, mais je trouve que la façon dont est joué ce méchant fait de nouveau immédiatement méchant de film pour enfants. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Et en fait, à mon sens, Bah, il s'agit de l'acteur qui jouait Sammy dans les films Scooby-Doo, hein, je rappelle. Hein. J'ai oublié son nom, Matthew Lillard. C'est Matthew Lillard, voilà. Matthew Lillard, c'est lui qui jouait Sammy dans les films Scooby-Doo, dans le premier et dans le deuxième. Donc oui, il est habitué aux films pour enfants, le mec. Annonciateur de la couleur du film, puisque évidemment. Mais il a joué aussi dans Scream, hein, le premier. On développera au cours de cette vidéo, mais selon moi, ce film fait trop film pour enfants à bien trop de moments. Rappelons quand même que ce mec-là, c'est un gars qui découpe des enfants au hasard et que l'histoire entière du film se base sur le fait d'avoir décimé des kids. On est loin de l'ambiance Scooby-Doo là normalement. Mike rentre donc chez lui et constate que le Est-ce qu'il a parlé de Scooby-Doo juste pour la blague de l'acteur ou pas, comme je viens de l'expliquer? propriétaire qui lui loue sa baraque lui demande poliment de dégager son cul du logement. En rentrant chez lui, on nous introduit le personnage de Max, qui est en fait la babysitter de Abby et qui aime les bagues. J'aimerais bien me faire offrir une belle bague. Mike se rend à la chambre d'Abby qui n'a toujours pas mangé et de là par une embrouille qui finit par se résulter en un cassage de crayon. Sale pute! À ce moment-là, Mike s'assoit sur le lit et Abby lui informe qu'il vient de s'asseoir sur son copain. Tu viens de t'asseoir sur mon copain là. On comprend donc qu'Abby est soit une grosse cinglée de fou malade, soit qu'elle voit des choses que les autres ne voient pas. Et Mike est évidemment incroyablement réceptif à la deuxième option. Moi au moins, je suis réel. Fils de pute. Il va dodo et on comprend que le livre Dream Theory lui sert en fait à se souvenir de détails concernant la disparition de son petit frère, à laquelle il a assisté quand il était gosse. On apprend ici que sa mère est conne, Je vais chercher une serviette. et que ses deux parents sont une incompétence maladive. Attends, Je vais chercher une serviette. elle va nettoyer l'herbe, cette gourgandine. Et que ces deux parents sont une incompétence maladive en ce qui concerne la surveillance de leur deuxième fils, Garrett. Sa mère, trouvant plus important de nettoyer de l'herbe que de surveiller son gamin, demande à Mike de garder un œil sur celui-ci. Et Mike, qui est con, accorde plus d'importance à un putain de frisbee qu'à son petit frère. Et résultat, celui-ci se fait kidnapper par un monsieur lui ayant certainement proposé des packs de V-Bucks gratuits. Mike constate donc qu'il y a une Garrett dans le beefsteak. Je viens remplacer cet imposteur. C'est donc à ce moment-là que Mike crie Garrett et se réveille doucement de son rêve lucide. Il est temps maintenant de faire la rencontre du pire personnage du film. Putain, ça nique la voix de faire ça. Qui est autre que la tante de merde. Et même problème que pour l'autre con de Vioxx, c'est qu'à mon sens, elle fait méchante de film pour enfants. C'est presque caricatural. On comprend. Oui, non, mais en fait, c'est pas vraiment une méchante dans le sens où elle est. C'est le faux méchant, c'est la. En fait, c'est vraiment. C'est une espèce d'homme de paille, cette nana, dans le film, pour te détourner du vrai bail, du vrai méchant, quoi. Dans les 15 premières secondes de dialogue, Gabi ne représente pour elle qu'un gros chèque et rien de plus, et j'aurais trouvé ça incroyable que ce personnage qui représente un autre type de menace dans l'histoire ait un peu plus de profondeur, et qu'on ne comprenne pas immédiatement que ses intentions sont seulement l'argent par exemple, et que presque on ait envie de donner du crédit à ce qu'elle dit ainsi qu'à sa prétendue bonté. Là, son arrivée est à mon sens annonciatrice de la force avec laquelle ce personnage ne sera qu'une simple épine dans l'orteil, dont on aura très probablement rien à foutre dans le fond. Et spoiler, bah ça va être le cas. La médecin de l'école, Oui, voilà. le minimal dans ses apparitions est un des personnages préférés du film, explique à Mike que c'est un tchad, mais que pour ne pas se retrouver seul comme un schlag, il doit avant tout trouver un travail. Et oh comme c'est bizarre, le rat des glands lui a justement donné une carte de visite. Des clans. Oh le plot twist de fou, mais non. Mike regarde donc longuement cette précieuse carte de visite avant de prendre la décision de se munir de son iPhone 18 pour rappeler le rat des glands. Malheureusement ça ne répond pas et il raccroche. Il y a des messages subliminaux dans le générique. Putain, j'ai pas eu le temps de voir. Ah, mais j'arrive pas à voir, c'est trop. Ah, ouais, il me fait chier, il va me faire regarder il va me faire regarder le truc en vitesse hyper ralentie maintenant. Tipeee en description, j'adore l'argent, oui. Ah merde, attendez, j'en ai loupé un. Mais Bon, bref, c'est pas grave. On en a vu un. Allez, on remet en normal. que finalement il prend le fameux job de ses morts. Après quelques explications de Steve et un rapide tour des lieux par Mike, Steve conclut ses courtes explications par un Je crois avoir abordé l'essentiel. et il nous pose un regard nous informant vraiment, mais alors vraiment pas de son fond bienveillant et attentionné. Mike constate qu'une cassette avec son blaze marqué dessus a été soigneusement disposée dans le lecteur VHS situé dans son bureau et prend donc soin de la regarder en rapide. Quel des sextapes de zinzin.
Hey, 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 t'aimes bien cette vidéo? Je me permets de faire une petite réclame. J'ai remarqué que pas loin de 80% des spectateurs n'étaient pas abonnés à la chaîne YouTube. Alors si la vidéo te plaît et que tu souhaites soutenir la chaîne, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner. Et le mieux dans tout ça, c'est que ça ne te coûte rien, juste quelques clics. En tout cas, je te remercie pour ton futur soutien. Et si tu souhaites découvrir tous ces contenus en direct avec moi, je t'invite à suivre ma chaîne Twitch dans la description. Je te remercie et bonne vidéo! Non, plus sérieusement, cette cassette contient une VHS qui fait la promotion de l'établissement, et je trouve que c'est hyper réussi. Le côté faux jovial du truc fonctionne hyper bien avec l'univers de FNAF à mon sens. La cassette s'arrête une fois, Mike fout 2-3 patates au poste télé, ce qui n'a aucun sens vu que logiquement ça doit être un problème avec la cassette plus qu'autre chose, mais par magie. Oui, j'avoue. Et puis ça redéconne, et Mike décide d'en avoir juste rien à foutre du reste du contenu de cette dernière. Mike lève donc son douderge pour se vêtir de son plus beau gilet de gardien de sécurité chopé sur AliExpress, quand soudain... Oh putain, un screamer sans conséquence. Non, pour de vrai, là, à ce moment précis, j'ai pas eu peur lors du premier visionnage, je me suis surtout dit... Bon, je me fais, on va mettre rapidement le Balloon Boy du jeu et celui du film côte à côte, histoire de chialer un bon coup de temps en temps. C'est quoi ce putain de bordel? Car bro, il est nouveau aux abribus là, le Balloon Boy, il est malade, aidez-le. Moi, ça aurait été un peu sec ma tête. Une fois vêtu, le M fait donc un petit tour du propriétaire. Et en vrai, force est de constater que ce qui est une des plus grandes forces de ce film, c'est vraiment ses décors et particulièrement la reconstitution du restaurant de FNAF 1. Je trouve que ça rend super bien, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Moi, ce que j'aime bien dans ce film aussi, c'est comme ça se passe début des années 2000, fin 90, début 2000, je trouve qu'on retrouve exactement la même esthétique de cette époque, mais qu'ils ont super bien retranscrit l'ambiance de cette époque. Ils se sont donnés très fort pour que ce soit fidèle à l'esprit du jeu. Après un petit coup de stress face à un Bonnie qui juge un rideau très très fort, Mike retourne taper sa meilleure sieste pendant son service. On se retrouve à nouveau dans la scène de la connasse puis du frisbee jusqu'au moment où son petit frère se fait kidnapper sous ses yeux ébahis. Mais plot twist de zinzin, cette fois-ci au lieu de se réveiller comme d'habitude, il fait à la place la rencontre de 5 enfants. Un avec des oreilles de lapin, un avec un crochet, un avec un chapeau de forme et une avec un tablier autour du cou. Oh là là, mais je me demande qui ça peut bien être. Après avoir pris une multitude devant, les enfants partent en courant pour aucune raison et Mike se lance à la poursuite du dernier que je n'ai pas cité et qui est le blondinet. Mike étant en partenariat avec Gilbert Montagnier se prend un caillou extrêmement visible et se pète la gueule de manière lamentable, ce qui le réveille. Il prend quelques secondes pour remettre en question l'entièreté de son existence puis nous voilà de retour chez lui. Après une phrase plutôt inquiétante de la part de je sais plus son nom mais de toute façon on s'en fout elle meurt, Mike meurt de un bref instant puis va voir Abby dans sa chambre qui est trop... Et c'est la première fois du film qu'on voit de manière très limpide l'amour que Mike peut lui porter, et on comprend qu'il a visiblement surtout du mal à le lui montrer. De là s'enchaîne un échange entre la vieille conne, double goat, la nounou qui s'avère en fait une sainte, pouf, ayant été envoyée par la vieille conne pour la mettre à l'enfer à Mike, et un nouveau personnage du nom de Jeff qui est le frère de la sacrée, pouf, à l'arbre généalogique en cercle. Après dans laquelle ça envoie chier gratuitement un serveur, même si je comprends en vrai parce qu'il casse les couilles un peu quand même, chiant. Après Ah, mais il a pas noté que lui, l'acteur qui joue le serveur, c'est Matt Pat de Game Theory, le youtubeur qui faisait les théories sur FNAF, le anglophone là, qui est très connu. Une conversation stérile dans laquelle ça envoie chier gratuitement un serveur, même si je comprends en vrai parce qu'il casse les couilles un peu quand même. Vous savez que le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Qui s'en fout? Je ne compte pas Doug parce que c'est le GOAT, prennent l'initiative de mettre en place un plan machiavélique afin de faire perdre... J'adore comment il dit que le GOAT c'est Doug et la prof, c'est parce que c'est des personnages qui sont bienveillant et pas mauvais dans le fond. Doug, l'avocat de la tante, en vrai, lui, il veut vraiment se barrer de tout ça. Et il approuve absolument pas le plan de la tante, en fait. Nouvel emploi. Le plan consistant donc à entrer sur son lieu de travail pendant qu'il n'est pas là, la journée donc, et de tout enculer sur place afin de lui faire porter le chapeau par la suite, et qu'il se fasse virer pour faute grave. Ce qui au fond n'a un peu aucun sens, puisqu'ils viennent de jour, et que Mike taffe la nuit. Ce serait pas sa faute, ça n'a aucun sens. Ce que tu dis n'a aucun sens. Nous voici. Sauf que c'est expliqué plus tard dans le film, moi aussi, j'ai relevé cette incohérence. Sauf qu'en fait, Vanessa le dit directement dans le film, c'est que si Mike a, en fait, en gros, si Mike s'est barré du taf en oubliant de fermer à clé le restaurant ou en laissant une porte ouverte ou je sais pas quoi, il peut être viré pour négligence professionnelle. C'est comme si toi tu t'as fait en journée à ton boulot et que tu repartais le soir en oubliant de fermer à clé et que quelqu'un dévalisait ton bureau le soir. Si t'étais le dernier à partir, bah littéralement c'est lui qui a mal fermé les portes et que du coup t'es responsable entre guillemets. Donc de retour chez Même si t'es pas en train de travailler à ce moment-là. Mike qui pratique son activité favorite jusqu'à ce qu'Abby rentre dans sa chambre par inadvertance. Qu'est-ce que tu fais? Je me prends la max, connasse, ça se voit pas! Mais non, c'était un prank, c'est pas vraiment ce qui se passe. J'adore le montage. Non, Abby manifeste simplement à Mike son envie de passer du temps avec lui et de l'accompagner au travail en lui carottant sa veste, mais il refuse. Et Max assiste à la scène de l'embrouille, ce qui n'aura strictement aucune importance. Mike sera alors à nouveau au taf pour sa 3e nuit, pendant laquelle, pour pas changer, il branle le mammouth très très fort. De retour dans son rêve lucide, cette fois-ci Mike s'agace un poil et pose la question ultime au sale gosse qu'il rencontre à chaque fois.
Qui a enlevé Garrett? Plus sérieusement, Mike se voit devenir un point Mon Dieu. en demandant qui a enlevé Garrett. Mais les gosses partent à nouveau en courant. Mike a pour réflexe cette fois-ci d'aller courser l'enfant au crochet. Fais courir, moi, tu vas voir, rouquin, là-bas. Et après un coup de crochet et un jumpscare mouillus gag, Mike se réveille. Après un court instant de questionnement sur les bienfaits de la vodka dans les Coco Pops, la lumière déconne et soudain une musique non libre de droit commence à jouer et Mike a immédiatement pour premier réflexe d'aller couper le courant. Au même moment, nous pouvons voir un It's Me marqué sur un miroir, petit rêve sympa, on aime bien, c'est mignon, ainsi qu'un Foxy sur 2 frames qui attend dans le couloir. Après avoir relancé le courant, la sonnette du restaurant retentit et c'est un... Alors, c'est pour tous les fans de KD qui me regardent et qui connaissent ces vidéos et qui ont regardé ces let's play sur FNAF, le Foxy, il a fait ouf. ainsi que l'on nous introduit le troisième personnage majeur du film, Luke Skywalker. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est la rencontre de Vanessa, un personnage mystérieux qui, dès son introduction, semble en savoir pas mal sur ce restaurant tout à fait sain. En effet, dès son arrivée, elle présume immédiatement que Mike est le nouvel agent de sécurité, ce qui signifie donc qu'elle est au courant qu'il y en avait un avant lui. Elle constate également que Mike a du sang qui coule depuis son bras, mais n'est pas plus étonnée que ça. Puis elle lui dit qu'il faut soigner ça et qu'elle sait où est la trousse de secours de l'établissement, ce qui est ce que l'on pourrait pour le moins qualifier de... Heureusement, Mike n'est pas si ravagé du bulbe que ça et lui fait directement la remarque de comme quoi elle semble bien connaître cet endroit. Vous semblez bien connaître cet endroit. Bah oui, connard. Elle lui explique qu'elle est petite mais ne développe pas plus et une fois les présentations faites et un rapide scan de son boule par Mike, Vanessa commence à lui poser des questions vraiment cheloues. Tout va bien pour vous ce soir, Mike? Vanessa insiste assez. Il lui explique le bordel insensé qu'il vient de traverser, ce à quoi il lui répond que oui, en effet, il a passé une nuit plutôt étrange. Vanessa lui explique que c'est souvent le cas chez Freddy de passer des nuits à chier, puis lui dit qu'il va bientôt vouloir démissionner, en enchaînant par un Les agents de sécurité s'enchaînent ici. Ils ne restent jamais longtemps. mais c'est normal, connasse, il meurt. Elle lui demande par la suite s'il les a déjà rencontrés, évidemment sans préciser de qui elle parle, et de là par un nouveau tour du propriétaire en compagnie de notre mystérieuse gourgandine qui ne veut pas putain de dire ce qu'elle sait. Après une énième phrase suspecte dans laquelle elle mentionne la disparition des enfants, Mike prend un immense vent. Vous avez dit quoi là? Et Vanessa enchaîne sur une proposition pas piquer des hannetons. Prêt à en prendre plein le... De là commence un showtime dans lequel Foxy ouvre le feu, suivi de près par ses 3 compères, et Vanessa le Vésuve, qui ne perd pas de temps, propose à Mike de danser. Vous voulez danser? Vas-y Mike, elle veut. Malheureusement pour Mike, subitement le courant coupe et le bordel s'arrête. Une autre fois peut-être. Mike insiste à nouveau sur le sujet de la disparition des enfants qu'elle a mentionné un peu plus tôt, et Vanessa lui explique que c'est la raison pour laquelle l'établissement est fermé à ce jour. Et encore une fois, à ce moment-là, on ne sait toujours ni la raison de la venue de Vanessa, ni comment se fait-ce qu'elle en sait autant à ce sujet, outre le fait de se dire que c'est parce qu'elle est flic. En revanche, heureusement pour Mike, Vanessa a un incroyable conseil à lui partager. Un conseil d'amis. Te laisse pas déboussoler. Oh merci. Beaucoup bébé, heureusement. Ouais, d'accord. De suite après, j'enchaîne sur la représentation nationale de la carence en vitamine D, et de là commence l'opération NFPDM. Et la première chose que j'ai adoré dans l'ouverture de cette scène, c'est le souci du détail. Le fait que le premier animatronique à se mettre en alerte, puis peu de temps après à quitter sa position soit Bonnie, semble être une ref à FNAF 1, dans lequel... Oui, c'est vraiment, il y a beaucoup de refs au jeu, quoi. Nuit d'être le premier à être en capacité de quitter sa position de départ. Je veux pas confirmer à 100% si ça a été fait exprès ou non, car ça n'a jamais été confirmé ou affirmé officiellement, mais en tout cas si c'est le cas, je trouve ça vachement stylé. En revanche, ce qui est beaucoup moins stylé, c'est ce con là, pour qui visiblement voir 3 boîtes à pizza se donner la mort n'implique pour lui absolument aucune réaction émotionnelle, alors que Ouais, j'avoue. j'aurais été comme ça. Non, non, lui il reste statique, stoïque, au point même de se permettre un petit side-eye des familles. Il se dirige vers les frigos et en ouvrant la porte tombe sur un... Salut, ça va? C'est quoi ce cake de con là? Tu penses que je peux... Oula! À l'aide? Ouais, je pense qu'il y a moyen de... Entendant l'appel à l'aide de son bro dans de lapin, Chica utilise Slash TP, notre frérot, jeu d'acteur discutable, mais putain il va la fermer sa gueule lui là! Trouduc. Je disais donc que notre frérot au jeu d'acteur discutable utilisait sa commande slash chien dans son froc le zip ouvert après avoir notifié Chica qui le guette fixement. Cupcake ayant utilisé à son tour sa commande slash TP nous fait un 3D scrunch into transition vers la suite. Notifiant un bruit de coït à consentement unilatéral, elle du bled assiste à une surprise aux tendances mécanophiles de Karl et dans un élan de lâcheté intense traverse tout le restaurant en hurlant et va se cacher dans un placard. Viveldop fixation blindée notifie Les surnoms sont géniaux. Quelle mouche l'a piqué. Et là, détail que j'adore, au moment où Aquaman entend Jeff l'appeler, il ne parvient plus à rouvrir la porte et cherche donc à allumer la lumière se situant au-dessus de lui, ce qui fait apparaître un très bref instant Bonnie derrière lui. J'ai trouvé ce détail absolument incroyable tellement il est bien timé. Après un Oui. de tanche, il se fait panacloc le gendarme et c'est à ce moment-là que Jeff, jusqu'ici dans un excès de confiance exacerbé, réalise qu'il serait peut-être l'heure de chier dans son froc un coup. Et accessoirement, cacher sa seule arme pour aucune raison. Ouais, j'avoue. Ça m'énerve quand ils font ça. Et là arrive le truc moins bien à mon goût. Et oui, j'ai vraiment vécu toute la scène de vandalisme du film comme un putain d'ascenseur émotionnel. En fait, j'ai mis un petit moment à voir que ce qui me posait problème avec les animatroniques de ce film, et en particulier Chica, c'est le fait qu'ils sont trop expressifs dans les scènes de peur.
Je veux dire, regardez la tête que fait Chica au moment où elle va pour mettre son cupcake de mon cul dans la ventilation ou dans la cuisine quand elle regarde Aquaman. Elle a vraiment des expressions faciales de méchant de dessin animé, je trouve. Pour Ouais. Chica dans FNAF 1, en toutes circonstances, elle a cette gueule et c'est justement ça qui la rend terrifiante. Elle a une expression faciale quasi identique tout le temps, seule sa bouche et ses yeux peuvent bouger, le reste est quasiment toujours statique. Là, dans le film, à mon sens, son jeu de sourcils constant lui retire complètement ce côté sans état d'âme qui la rend vraiment terrifiante dans le jeu. Si on fait un Oui, j'avoue. avec les mêmes sourcils dans le jeu, elle aurait été comme ça dans le film. Et c'est d'ailleurs ce qui fait, à mon sens, que Bonnie est l'animatronique le plus terrifiant du film, du fait qu'il n'a pas de sourcils, et donc paraît bien plus fidèle à ce qu'il dégage dans le jeu. Bref, s'ensuit une scène de lutte intense contre une caméra dans un conduit, puis Jeff ressort, et par le pouvoir du synthèse, C'est vrai, il a raison sur l'histoire des sourcils. on referme derrière lui. Ça, c'est un truc que j'avais pas fait gaffe, mais c'est vrai que les expressions faciales des animatroniques ont été exagérées dans le film. Enfin, ont été beaucoup plus marquées dans le film. Pris au piège contre une énième porte fermée, et plot twist de zinzin, Foxy démarre sa petite lullaby qu'on connaît tous, puis lui féconde sa génitrice sur fond de bruit de jumpscare du premier jeu. Ce qui honnêtement est une référence sonore qui a été plutôt bien intégrée, je trouve. Et c'est ainsi qu'on passe enfin sur la C'est vrai. Skinny Mike avec le sourire, qui, s'impatientant en ne voyant pas les autres revenir, prend la décision d'aller voir quel mammouth ils peuvent bien être en train de masturber. S'étant enfilé en vif quelques traces de LSD, Max développe une aptitude de vision des esprits de con de gosse, et fait donc la rencontre de l'un d'entre eux qui lui demande de la suivre. Ayant un quotient intellectuel bien plus proche de la palourde que de l'homo sapiens... Quoi ? Si je peux me permettre une petite mise au point importante, hein, parce que là, c'est pas tout à fait ça, visiblement. Le terme exact, c'est Homo sapiens sapiens. En fait, c'est une sous-espèce qui est l'Homo sapiens. Je disais donc, ayant un quotient intellectuel bien plus proche de la palourde... Mais non, j'aime bien quand il fait ces petites animations. Sapiens. Il se donne vraiment là-dessus. Max la connasse suit les voix dans sa tête, croise un chien de con... Jusqu'à... Ouais, il y a un chien, c'est vrai. Mettant sur off le switch de son instinct de survie lui ayant permis jusqu'ici de ne pas, par exemple, aller faire un jogging sur l'autoroute, Max la menace s'empare d'une chaise et se rapproche encore davantage, au point de se retrouver à presque rouler une pélasse à Freddy, ce qui aura pour effet de la condamner à finir en nan kebab sauce Biggie. Autant qu'elle a un gros cul. Une fois cette scène de soins intense passée, nous retrouvons Abby qui a visiblement trouvé les cassettes pour adultes de Mike et qui tape ses meilleurs dessins. Mike tente un move de grand frère trop sympa de ouf en lui offrant un badge Fazbear, mais prend le pire recal de l'univers tout entier par cette dernière qui lui rend son badge, l'invitant à se le foutre au cul. Bon, elle lui a jamais dit ça, mais elle a peut-être dû le penser quand même. Mike, dans un somme colossal, va ranger le 10 badge dans un tiroir chiant comme la grêle à ouvrir, puis explique à Abby qu'il fait de son mieux avec elle, puis exerce le Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens ma bite qui se durcit. piqué de curiosité, de rouvrir le tiroir de con, mais pas oh putain, mais quelle catastrophe, Seigneur Jésus! Elle désosse les grands morts au tiroir qui n'avaient pourtant rien demandé, et tombe nez à nez sur le document juridique attestant de comme quoi une demande de changement de garde a été initiée par l'autre gourgandine Radine. Quand Mike évoque ne serait-ce que le nom de la personne ayant émis ce papier, Abby dit immédiatement qu'elle ne veut pas aller avec elle, qu'elle la déteste et qu'en plus elle pue la clope. Mike laisse échapper un pouffement de rire et Abby lui rétorque que ça ne la fait pas rire elle, et lui demande s'il va l'abandonner. Mais avant même qu'il ne puisse lui donner réponse, ça toque à la porte. Salut Mike. Vanessa apprend ici l'existence d'Abby, dont Mike ne lui a strictement pas parlé lorsqu'ils se sont rencontrés, puis une fois Abby partie, Vanessa lui explique le bordel qui s'est produit chez Freddy, tout en lui montrant une boîte de somnifères qu'il a fait tomber lors de sa dernière nuit. Elle lui fait alors comprendre que si l'intrusion a été causée par un manque de vigilance de sa part, il risque de prendre hyper cher. De là s'ensuit un échange où, grosso merdo, Mike raconte tout ce que l'on sait déjà à Vanessa, donc globalement le fait qu'il fait en sorte de rêver toutes les nuits de la disparition de son frère pour retrouver l'identité de l'homme qu'il a enlevé ce jour-là. Vanessa semble très touchée par l'histoire que vient lui raconter Mike et lui rappelle la chance qu'il a d'avoir Abby à ses côtés, puis dans la seconde qui suit, elle se lève et... Mais tu connais, J'avoue. Nique l'écologie. Encore une fois, histoire de reprendre un peu de poil de la bite. Nous nous retrouvons à nouveau chez Mike qui au soir tente en vain de contacter Max, on se demande vraiment pourquoi. Et donc n'ayant personne pour garder Abby cette nuit, Mike se voit contraint de la prendre avec lui, ce qui, comme on peut le voir ici, la contrarie vraiment profondément. C'est avec effroi qu'en rentrant dans l'établissement, Mike et Abby constatent l'ampleur du bordel qui a été causé par les 4 orifices rectaux d'avant, qui fit désormais avec Pop Smoke. Après avoir couché Abby, Mike se rend dans le placard où Jeff s'est fait panacloc le Jean-Marc et constate une trace de début de cycle menstruel contre la porte, quand soudain... Oh là là, mon jeu d'acteur surva! C'est alors que démarre une grande mission de nettoyage pour Mike, qui à lui seul prend environ 4 heures pour clean l'entièreté du bazar ayant été causé la journée précédente, puis une fois terminé, part encore une fois taper sa meilleure sieste. Une fois endormi, une caméra embarquée ouvre la porte du bureau de Mike, puis se dirige vers la tante Quechua de Abby, lui murmurant son blaze en ASMR, ce qui la réveille. Hey, Abdoulaye, 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 réveille-toi. Abby se rend J'ai pas compris. principal du restaurant en quête de cette mystérieuse voix d'enfant qui est venue lui péter les couilles en plein roupillon et ayant pu récupérer un peu de la conce de LSD de Max, lui dit de vive voix qu'elle le voit. Il y a beaucoup trop de fois le mot voix dans cette phrase et c'est ainsi qu'elle fera face pour la première fois à monsieur Oh là là,
Ça fait peur. Je suis la porte. Nous voilà à nouveau plongés dans le rêve lucide de Mike, à la différence que cette fois-ci il se retrouve confronté au blondinet après lequel il a couru un peu plus tôt dans le film. Dans cet échange, pour la première fois, Mike obtient enfin une réponse lorsqu'il pose ses questions et l'enfant propose de lui révéler qui a enlevé son frère à la condition d'obtenir quelque chose en échange. C'est alors que l'échange se voit brusquement interrompu par des cris d'enfants lointains et Mike, souffrant d'une tension avoisinant le zéro absolu mais environ 4 ans et 12 jours, a réalisé que ces cris sont en fait ceux d'Abby dans la vraie vie. Il se précipite donc à toute berzingue dans la salle principale et là, oh là là mon dieu, Abby s'avère être encerclé par les 4 mascottes de l'enseigne. Et dans un élan de panique intense, Mike s'arme d'une chaise. Enlève les minettes, ceci est un braquage. Oh damn! Tu vas les lever tes papates? Tu te dépêches? Attendez, j'ai la solution. J'ai une chaise! Il a une chaise. Je ne peux rien faire. Pour Gotham. De retour sur Mike qui se chie dessus à la vue d'une caméra sur girafe, c'est désormais à partir de ce moment précis que nous entrons dans ce que j'ai nommé Les abysses, ça fait pas peur. Oui, j'avoue. Ouais, je vois de quel passage il parle. C'est là qu'on rentre dans le centre de tout ce que j'ai détesté dans ce film. Les animatroniques de FNAF 1, censés représenter une menace pour quiconque a déjà joué à l'opus de jeu du même nom, s'avèrent en fait hyper friendly. Et même si ça fait super plaisir de les voir apparaître sur grand écran, je trouve que la manière dont ils ont été amenés à être révélés comme étant amicaux fait immédiatement sombrer le film dans la vibe film de frousse pour enfants, dont j'avais déjà parlé au début, et retire tout l'enjeu de peur que nous pouvions avoir jusqu'ici. Puis bon, quand le motif Oui, c'est vrai. c'était simplement il voulait pas arrêter de nous faire des chatouilles. Une French whistle en souffle, hein. Gratte-moi les couilles avec du talc. Abby fait donc une présentation. Mike Oui, j'avoue, on souffle. canular, puis réalise peu à peu que bah non, c'est pas du tout un canular, et ordonne à Abby de prendre ses clics et ses claques et de se tirer d'ici. En rentrant chez lui, après avoir de nouveau couché Abby, Mike aligne enfin 7 points de QI et réalise le fait que depuis le début, Abby ne cesse de dessiner les enfants qu'il voit en permanence dans son rêve lucide. Au matin, elle agit comme si rien d'étrange s'était passé la veille, ce qui surprend fortement Mike parce que bah... Et c'est à ce moment qu'il apprend qu'en fait, Abby est au courant de tout ce qui lui est arrivé quand il était plus jeune, y compris la disparition de leur frère Garrett alors qu'elle n'était pourtant même pas encore née. Il comprend alors que c'est uniquement grâce à Abby et personne d'autre qu'il pourra obtenir des réponses à toutes ces questions, y compris la plus cruciale de son enquête, quelle est l'identité du kidnappeur de son petit frère. Abby lui explique que la seule chose dont elle les a entendu parler c'est d'un lapin jaune, mais qu'elle peut, si Mike le souhaite, leur en demander davantage, ce qu'il accepte. Cet échange fait vraiment partie de ceux que j'ai le plus apprécié du film, car on commence à comprendre la complémentarité évidente qui va s'installer entre les deux, et également que Mike cherche simplement depuis le début au mauvais endroit, alors qu'il avait une grande partie des réponses juste à côté de lui depuis le début de l'intrigue. C'est vrai. Donc de retour au restaurant, mais cette fois on y retrouve juste une Vanessa qui regarde fixement et de manière pour le moins inquiétante un dessin du fameux lapin jaune mentionné quelques secondes plus tôt. Mike et Abby étant sur le point de la rejoindre, peut-être allons-nous faire une découverte mirobolante, rajoutant une intrigue supplémentaire qui nous mettra l'eau à la bouche Non. à vos fesses, ramenant enfin au centre du récit toute l'attention recherchée dans un film issu d'une franchise telle que FNAF, nous transportant fantasmagoriquement vers de nouvelles péripéties impossibles. Ils vont construire un fort. Cette parodie Gigantesque. de la Brèche Frère. Une fois le fort construit, Abby informe Vanessa qu'il va pleuvoir, et partageant visiblement les mêmes doses de LSD, Vanessa trouve ça parfaitement cohérent et va chercher dans la réserve de quoi faire un toit. Mike va pour la suivre et demande au passage à Abby de ne pas oublier de leur poser la question concernant qui a kidnappé son petit frère. Vanessa part en quête de... Oh, le boule. Le boule. Sir, can you hear me? Ah, j'entends le boule. Tell me your first name. Ah, le boule. Ah, Marty, on doit retourner au boule. Marty, remonte la table. Oh, les bruits des zombies de Black Ops et des téléporteurs. Ah, ça me rappelle des souvenirs, ça. Dean se rend donc dans la réserve en quête de quoi faire un toit pour le formidable fort d'Abby. Vanessa étant encore et toujours plus suspecte, met à nouveau un immense vent à Mike qui, pour se remettre de ça, tente de jouer avec les springlock d'un animatronique, hyper rassurant en y mettant sa main. Petit joueur, va. Vrai homme aurait mis ses testicules. Par chance, Vanessa l'arrête et lui montre qu'il a bien failli pouvoir faire le cosplay le plus réaliste de Capitaine Crochet. Mike, agacé, lui tire le fer du nez en lui demandant une bonne fois pour toutes comment se fait ce qu'elle semble tout savoir sur ce restaurant. Mais Vanessa exerce le contre-no argumentaire en lui demandant dans un premier temps qu'est-ce qu'il vient foutre ici et surtout pourquoi il y ramène Abby sans arrêt. Mike lui explique que ses capacités à faire des rêves lucides de con se voient décuplées lorsqu'il est ici et qu'il a l'impression que ce n'est qu'en ce lieu qu'il pourra vraiment faire quelque chose pour ce qui concerne la disparition de son petit frère. Mais Vanessa lui dit de laisser tomber. Crois-moi sur parole, je te dis de laisser tomber. Calmez-vous. Mike, très son agressivité Calmez-vous. inexpliquée, lui demande qui elle est exactement, ce à quoi elle répond Quelqu'un qui me veut du bien.
De retour dans la salle Non, pas dans ce sens-là. Mike insiste encore plus qu'un frérot à 3 grammes qui demande un snap, pendant qu'Abby pratique la danse du cringe devant un Freddy sous kétamine. C'est alors qu'à notre grande surprise, pendant que les deux autres Gus jouent les Rap Contenders, Abby décide de tenter le simulateur de taser intégré à Bonnie sous les yeux ébahis de Vanessa et Mike et se ramasse la gueule comme une merde. Mais bon, rien de grave, elle a juste pris une décharge à 30 mAh, je veux dire, il y a rien d'alarmant. En effet, Abby disposant d'un ADN voisin à celui de Chuck Norris, il lui suffit d'un plein un petit câlin pour que tout aille mieux et que ce soit comme si rien ne s'était passé. Une fois sortie du restaurant, Vanessa injecte une microdose de moraline à Mike qui lui demande en retour pourquoi elle semblait se chier dessus quand ils étaient dans la réserve du restaurant. Et là, Vanessa se met à être surprenamment tendue comme un string et lui explique que s'il ramène un nouveau Abby au restaurant, elle n'hésitera pas à littéralement lui fumer sa race. Mike, qui se voyait déjà pratiquer le Muay Thai son tissu dans une bagnole de keuf, rentre bredouiller la main sur les couilles dans sa voiture. Et histoire d'en rajouter un peu, Abby lui demande Pourquoi tout le monde est toujours en colère contre toi? Désormais, dans la passe, Mike cède donc à l'impensable, c'est-à-dire contacter la connasse de tante qui, je le rappelle, a dans un premier temps tenté de lui faire perdre son job et dans un second temps est indirectement responsable d'avoir envoyé à la mort 4 jeunes adultes pour simplement quelques centaines d'euros. Au matin, Mike C'est pas faux. réveiller Abby en lui disant de s'habiller et de le rejoindre dans la cuisine parce qu'il doit lui parler d'un truc. Et une fois mise sur le fait accompli et malgré les vaines tentatives de justification par Mike, elle lui dit qu'elle le déteste et part dans sa chambre lui gribouiller ses morts sur tous ses dessins. Oh, je te gribouille, ma vengeance c'est que je te gribouille. La tante lui fait une de connasse et affirme qu'ils doivent impérativement avoir une discussion. Une French Wissey, le culot de cette espèce de gourgan pouf et la taille du Groenland. Et Mike se tire en lui demandant au passage de transmettre ses excuses à Abby une fois qu'elle se sera calmée. Une fois parti, il se rend à la pharmacie pour prendre ses fameux somnifères où le pharmacien commence à lui taper la discute. Vous savez ce qui marche avec moi? M'en bats les couilles. Quel connard. Mike sort Ouais, j'avoue. la dernière nuit, s'endort avec un plan de caméra stylé et nous voilà de retour dans la forêt des emmerdes. À la grande différence que cette fois-ci, il y constate la présence de ses parents et surtout de son petit frère Garrett. C'est ici qu'un choix cornélien lui est imposé par le blondinet de mes immenses couilles qui lui propose qu'en échange de faire ce rêve lucide toutes les nuits, Mike leur offre sa petite sœur Abby. Après un instant d'hésitation et ayant laissé ses émotions prendre le pas sur son raisonnement, c'est le fruit de notre époque après tout, Mike revient dans le merveilleux chemin de la logique et du pragmatisme et leur dit qu'il refuse leur proposition. C'est alors qu'un bolossage en règle commence dans lequel Mike prend une tarte, 2 tartes, 3 tartes, 4 tartes, 5 tartes, 6 tartes. Ça fait beaucoup. Puis une fois en boule par terre, se réveille au calmus Hermanus sur la même chaise que l'autre con de garde atteint du syndrome de Mickey au début du film. Mike, disposant de la remarquable invention utilisée dans la plupart des films et séries pour enfants et qui n'est appelée par nul autre nom que L'armure en scénario. parvient donc Ouais, à c'est- sortir in extremis de la chaise de ses morts sur laquelle On dirait un saut. évidemment mal attaché. Non, arrête, sérieux. C'est alors ici que Mike parvient enfin à faire son premier date avec Max, qui est cette fois-ci un tout petit peu plus froide que d'habitude. Illico presto Macias, Mike déguerpit de ce guet-apens à Max 78 et se retrouve bloqué contre la même fucking porte que l'autre con de Jeff un peu plus tôt dans le film. C'est alors que, immense surprise à laquelle personne ne s'attendait, Foxy pointe à nouveau le bout de ses fesses avec sa la baille de con afin de lui taper à cœur joie le repas de la veille. Mais Mike, disposant encore de L'armure en scénario. parvient pour absolument aucune raison valable et logique à ouvrir la porte. Nous voilà donc téléportés à nouveau chez Mike où l'on retrouve l'autre con qui est en train d'enchaîner ses meilleures séries de vent auprès d'Abby qui s'est depuis lors enfermé dans sa chambre. Voyant que ces tentatives d'explosage de couilles sont sans effet, la vieille gourgandine juxtapose son boulard devant Netflix quand soudain... Surprise par les bruits de patates de forain ayant eu lieu à moins de 10 mètres de ses tympans, Abby sort de sa chambre en oubliant son cerveau sur son lit et s'exclame Freddy? Non mais putain, mais elle est conne elle aussi, hein, mais C'est pas Freddy, oui. je me casse, hein, c'est quoi ce pays de merde? Elle fait donc ici la rencontre pour la première fois du blondinet insupportable qui, dès l'entrée, adopte un comportement absolument rassurant. Les copains t'attendent. On va bien s'amuser. Viens, on va bien s'amuser, viens. Viens t'amuser. Tu veux pas t'amuser? T'as pas envie de t'amuser? Abby s'équipe de son sac super swaggy de la mort qui tue, mais n'a toujours pas récupéré son putain de cerveau, au point de ne même pas capter que sa tante est actuellement ce que l'on appelle décédée. Pauvre tante Jane. Elle s'est endormie. On va aller chez Freddy. C'est ça, il en a rien à péter. C'est donc du haut de ses 1m12 qu'Abby prend au calmus Hermanus un taxi au beau milieu de la nuit, seul et sans adulte, quel est le putain de fun! Et que le blondinet qui est Golden Freddy pose à son tour son incommensurable cul de 16 mètres sur 8 dans la voiture, provoquant un micro-séisme. Le chauffeur étant très certainement atteint de grossophobie, se chie allègrement dessus à la vue de ce dernier, puis trouve ça finalement parfaitement normal et logique et démarre. Nous sommes Oui, j'avoue que de police le coup du taxi qui démarre normalement. soit avoir tapé sa meilleure soirée techno la veille, soit manquer l'opportunité d'un feat avec Michael Jackson. De là commence la justification de sa part, mais il réalise en fait que Vanessa est très certainement consciente du fait qu'il vient de manquer de peu de se faire buter par les enfants, et surtout se rend compte dans le même temps qu'elle est en fait au courant du meurtre de la bande de branlos 2000 qui a eu lieu plus tôt dans le film. En découle un échange un poil tendu du cul dans lequel Vanessa avoue sans même le dire qu'elle était au courant de tout depuis le départ, et où Mike admet à son grand désarroi avoir accepté le temps d'un instant la proposition de l'autre blondinet de ses morts. Et on compris que Vanessa sait en fait absolument tout sur
sur ce restaurant ainsi que sur les animatroniques hantés par les enfants, Mike lui demande ce qu'ils vont faire à Abby et celle-ci lui explique qu'ils vont vouloir qu'elle devienne comme eux. Au même moment, nous retrouvons Abby accompagnée de l'autre con qui, n'ayant toujours pas récupéré ses derniers points de QI, rentre avec un entrain débordant dans le restaurant maudit du cul, mais une fois la porte franchie, elle réalise que l'autre blondinet de con a exercé sa commande / despawn. Nous, du climax de zinzin du film, nous avons évidemment droit à la scène où Vanessa explique environ tout de A à Z à Mike, y compris le fait qu'elle était au courant pour la disparition de son petit frère. Et en parallèle, nous voyons bien sûr Abby qui avance peu à peu vers l'omelette à la merde que lui ont préparé les 5 enfants maudits. Y'a quelqu'un? Oui, putain, laisse-moi finir de chier! Les aveux de Vanessa continuent et en vrai, blague mise à part, je trouve que le parallèle constant durant cette scène entre ses explications et les déplacements de Abby seule dans le restaurant font partie des choses les plus réussies du film, dans le sens que le lien entre la narration faite par Vanessa et ce qu'est en train de vivre Abby dans le même temps est à mon goût vraiment hyper bien réalisé. Mike s'impatiente et lui demande de lui dire de qui elle parle exactement, et c'est à ce moment-là que Vanessa lui avouera le nom du meurtrier de son petit frère. Hey, t'aimes bien cette vidéo? Je me permets de faire une petite réclame. J'ai remarqué que pas loin de 80% des spectateurs n'étaient pas abonnés à la chaîne YouTube. Alors si la vidéo te plaît et que tu souhaites soutenir la chaîne, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner. Et le mieux dans tout ça, c'est que ça ne te coûte rien, juste quelques clics. En tout cas, je te remercie pour ton futur soutien. Et si tu souhaites découvrir tous ces contenus en direct avec moi, je t'invite à suivre ma chaîne Twitch dans la description. Je te remercie et bonne vidéo. Un certain William Afton. Et cerise sur le couscous à la merde, celui-ci s'avère être en fait son putain de daron. Abasourdi par ce cataclysme d'informations de dernière minute, Mike lui demande comment les arrêter. C'est ainsi que, très certainement tout droit sorti de mon immense cul, Vanessa nous dégote littéralement 2 tasers pour animaux. Mike lui demande de l'accompagner pour aller sauver Abby, mais Vanessa refuse, lui expliquant en gros qu'elle ne va pas être utile, qu'elle va le ralentir, qu'elle ne servira à rien. Puis c'est alors que dans le plus grand des calmes, Vanessa lui donne les clés de sa putain de voiture de keuf, mais quel est le putain de fuck? Et que Mike trace sa route à toute berzingue, direction le restaurant diffusant de la musique, toujours aussi non libre de droit. Mais attention, ne devant pas avertir de sa présence les animatroniques, Mike a donc pour instruction de ne surtout pas passer par l'entrée principale et de plutôt se faufiler par les ventilations. Oui, on savait, on avait compris, c'est bon, on savait. Du coup, Mike avance dans la ventilation, voyant au passage Abby se faire emmener par Chica à l'arrière du restaurant, et parvenant enfin à arriver au bout, en profite pour rentrer d'ici. Discrètement, voilà. Qualité d'une personne discrète, synonyme délicatesse. Ouais bah non du coup hein. C'est alors à la quintessence du ridicule à ce moment précis. Voilà. Avoir lieu le jeu du 1, 2, 3 soleil et sans chiffres le plus cringe de l'histoire du cinéma. En effet, tout dans cette scène est absurde. Je veux dire, il y a vraiment trop de questions genre. Pourquoi ils sont sourds et n'ont pas entendu la patate que Mike a mis dans la ventilation? C'est ça. Bonnie ne l'a pas vu alors qu'il est en plein devant lui. Pourquoi J'avoue. Pourquoi il continue à danser alors qu'Abby est parti? Pourquoi Diggy Dix a arrêté les vidéos? Bref, de la Mike entre Mon dieu, les rêves de vieux et puis Diggy aussi. Ah ça me rajeunit pas non plus. Abby qui a visiblement, en plus de son putain de cerveau laissé sur son lit, également laissé son instinct de survie dans son sac quelques minutes plus tôt. Chica, où est-ce que tu m'emmènes? Mike, c'était facile celle-là. Comme Big Brain et s'empare donc d'un seau qui était comme de par hasard disposé pile à côté de la scène où jouent les 2 abrutis heureux et l'utilisent donc afin de leur taser leur grand mort aux 2 en même temps. Nous voilà donc de retour sur Abby et Chica, seulement cette fois-ci, Abby a enfin récupéré par le pouvoir du Saint-Esprit sa capacité à percevoir un danger évident et dit à Chica qu'elle n'aime pas ça du tout. Chica, j'aime pas ça du tout. Et là, qu'on fait tout... enfin là, le truc de ouf, Chica exerce le grab sur Abby afin de la transformer en tacos 5 viandes. Mais comme Abby dispose elle aussi de l'armure en sénat, Chica met comme par hasard 2 années, 3 semaines et 17 jours à la foutre sur l'armure de con qui se situe pourtant à moins de 30 cm d'elle et Mike arrive donc à temps pour la libérer de son emprise simplement en disant Chica est connu pour être absolument impitoyable dans l'univers de FNAF, donc il va forcément s'en suivre une lutte hors du commun dans laquelle Mike risquera sa vie en l'affrontant avec une scène pleine d'action, de rebondissements et... S'ensuit une scène de repentance de Mike qui présente ses excuses à Abby, ce à quoi elle répond Moi aussi je t'aime, Mike. Et hop, de là, il se barre en courant. Mais attention, c'est sans compter sur le cupcake à la merde qui pendant tout ce temps est resté ici sans rien faire à regarder la scène. C'est donc ici qu'a lieu un énième non-sens absolu, puisque pour aucune putain de raison, Mike se remet subitement à boiter, alors que depuis sa nouvelle arrivée au restaurant, il a toujours marché normalement. Et donc, oui, c'est ça. Le cupcake du cul disposant vraisemblablement de capacité de téléportation se met soudainement à venir lui grignoter le mollet gauche. Reste pas là, va te cacher. Dépêche-toi. Mais c'est pas va te cacher qu'il faut dire, c'est sort du restaurant, bordel de putain d'enculé de... Oui, parce qu'ils peuvent pas aller Forcément, Abby... Ils peuvent pas aller au-delà du restaurant, les animatronics. Il suit son ordre avec la rigueur d'un pot de dentifrice rempli de caca et traverse donc tout le restaurant de manière bien visible sous les yeux de Foxy le malicieux. Le plan qui suit, nous retrouvons un nouveau Mike en train d'accoucher son péridurale qui puise alors dans ses dernières forces pour mettre un énorme chassé dans la race de Cupcake qui fera par la suite sa meilleure gorge profonde au taser pour griller. De retour sur Abby, nous assistons à une énième scène aberrante en termes de logique. En effet, après qu'Abby est à son grand désarroi fait du bruit avec un flipper de mes immenses couilles, Foxy s'approche donc peu à peu de sa position dans un long enchaînement de plans de seulement 35 putains de
et qui a pour objectif de faire monter crescendo l'attention du spectateur. Et je dis bien pour objectif parce que dans les faits, bah non. Sauf qu'il y a vraiment un putain de souci de logique en termes de déplacement dans l'espace pour ce qui concerne Abby, dans le sens que soit il y a un truc que j'ai pas compris ou que j'ai loupé, soit elle dispose de putain de capacité de téléportation ou d'invisibilité. En gros, une fois que Foxy arrive à hauteur de là où était précédemment caché Abby, ici donc, il s'avère qu'en fait celle-ci s'est planquée dans la piscine à balles. Seul problème, c'est qu'on voit clairement sur ce plan que le seul chemin possible pour l'atteindre était de littéralement passer devant Foxy. Sachant qu'il n'a pas Oui, c'est vrai, en plus. une seule putain de fois, il va falloir très sérieusement m'expliquer comment elle a pu s'y rendre autrement que par le pouvoir du Saint-Esprit. La seconde C'est vrai. fois, nous retrouvons Mike qui s'étant dépatouillé de l'autre con qui suce des watts, s'élance à la recherche d'Abby, mais c'est alors que... Oh non. Le reveal de Springtrap et de William Afton. Il est nul à chier. C'est quoi ce lapin de con là? Et attendez, parce que là c'est qu'une petite part du brownie à la merde, hein, ça devient encore plus goûtu après, vous allez voir. Moi, j'ai bien aimé son reveal quand il arrive dans l'encadrement de la porte avec juste les yeux blancs au début et après la silhouette qui se dessine de plus en plus, qu'il entre dans la lumière. Moi, j'ai bien aimé quand même. Que Mike se fait Et la musique, elle est sympa aussi. démolir la gueule par Prout Trap, Abby... Putain, il me fait rire et puis il va m'étouffer. Prout-Trap. Ah non, mais arrêtez. Juste. encore plus goûtu. Ça me fait juste. Attends, Pendant que Mike se fait démolir la gueule par Prout Trap, Abby de son côté est toujours planqué dans sa piscine à boule de con avec un Foxy qui s'approche de plus en plus. je rappelle que être dans une piscine à boules, ça fait. Tu peux pas te planquer, ça fait énormément de bruit parce que dès que tu bouges un truc, toutes les boules bougent par effet de propagation. Donc en fait, c'est le pire endroit pour se planquer. Quand soudain... Oh bah, c'était Vanessa. Mais non. Bah non. En effet, Vanessa a en fait tasé l'oignon de l'autre con. C'est encore une fois génial de voir la force avec laquelle ces putains d'animatroniques ne sont strictement pas redoutables dès qu'il s'agit des persos principaux. Et Vanessa Oui, j'avoue. fait son caprice de... Je pourrais pas venir, parce qu'en fait je vais te ralentir, décide finalement de revenir pour sauver le boulard du M. Et là, hop, ce putain de gros lapin de merde, qui est donc, je le rappelle, le putain de méchant principal du film, fait la gigantesque erreur de se mettre à parler. Tu pouvais pas laisser tomber, c'était plus fort que toi. Surtout que putain, mais en VO, la voix n'a juste strictement aucun rapport. Vraiment, je ne comprends pas ce choix. Bref, mec. Ouais, la voix en VF, sa voix dans le costume même modifié, elle n'a aucun sens alors qu'en VO, sa voix est tellement mieux en VO. D'aller se faire coloniser le Baltrou par un 380 et prend donc en guise de réponse un énorme chassé dans la race. Ah putain, mais c'est qui me casse les couilles encore? Allô? Oh salut Grumpy, hein. Putain mais ça va ou quoi hein? Écoute, ça va. Et toi? Oh bah écoute, ça va super. Bon bah du coup j'y retourne hein. Vas-y, ça marche. Tu raccroches. Non, c'est toi qui raccroche hein. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Allez, mais non, c'est toi. Bon ok. Donc après avoir testé les capacités à simuler un ballon de foot de Mike, Prout Trap nous sort le classique dialogue usuel consistant à dire qu'il va mourir, que c'est la fin pour lui, blablabla. Au moment de le Mara, Vanessa intervient pour le stopper net. Et du coup, Commence à parler mieux. c'est au putain de classique qui m'énerve dans les films d'horreur, à savoir quand le grand méchant du film est mis en joue par un gentil du film et qui peut se résumer en un seul putain de mot. Tire. Oh, c'est impossible! De l'autre côté, Mike et Abby réalisent subitement par le pouvoir du Saint-Seigneur qu'il faut en fait remplacer le dessin de con de lapin jaune qui est au milieu de tous les autres sur le mur par un dessin qui, je cite, leur montre ce qu'il s'est vraiment passé. Mais heureusement pendant ce temps, pas d'inquiétude à se faire puisque Vanessa tient toujours en ligne de mire Prout Trap et donc on n'a aucun risque qu'il... Je t'avais dit de le tuer avec ton putain de flingue, pourquoi t'as pas tiré pour Pendant que Vanessa prend donc une fantastique strangulation par son big daron, Abby s'empare d'une feuille, tape son meilleur croquis puis s'en va arracher celui actuellement présent sur le mur. Dans le même temps, Prout Trap tente évidemment l'en empêcher, mais se fait retenir par Vanessa qui se transformera subitement en tiroir à couteau de cuisine. Oh merde. Abby plante donc d'un grand coup de crayon son œuvre d'art digne d'un Van Gogh et paf, les lumières s'éteignent. Peu de temps après, Mike se rue vers le disjoncteur afin de rallumer les lumières, nous mettant sous les yeux la magnifique œuvre d'art que nous a pondue Abby. Et ça y est, on donc à la scène ayant fait finir le film sur une note extrêmement amère, à savoir la scène de la mort de William Afton, qui en plus d'être à mon sens extrêmement kitsch, contient la blinde de faux raccords. Pour avoir regardé la scène image par image, Je vous mets un qui est sur cet enchaînement de plans. Vous l'avez vu, rassurez-moi. c'est une putain de dinguerie. Cependant, j'aimerais attirer votre attention sur pourquoi je trouve que cette scène sent le gros caca qui... Parce que la putain de terrasse. Mettant rapidement un court extrait de la mort de William Afton issu du jeu FNAF 3, avec l'audio créé par la communauté le plus connu ayant accompagné cette scène. Avec une mort pareille dans le jeu, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment dans le film on a eu le droit à ça? Non mais putain, mais c'est pas possible. Ouais, avec son I Always Come Back. Du coup, le metteur en scène, c'était ce mec, genre. Ok, donc là, tu vas me faire un jeu en mode tu meurs, t'as hyper mal, il faut absolument qu'on y croit. T'es prêt? Yeah, man, of course, I'm completely ready for this, don't worry. Et
Action. It hurts. Dollars. Putain, c'était incroyable. Mais comment t'as développé un jeu d'acteur pareil? Yeah, I know. To be honest, it's like a complete art, you see. Like, you have to act and being inspired. Ah oui, mais vraiment, il y avait ce truc de Will Smith. Yeah. Will Smith. Yeah, exactly what I say. Like, I feel like I'm black, you see. Like the Barack Obama. Alors, c'est pas moi qui ai écrit ça, hein. Ça, c'est encore un coup d'Abdel Karim. Moi, je me suis opposé, je lui ai dit non, Abdel, je ne suis pas d'accord avec tes propositions suggestives bizarres à chaque fois. I'm like all black and Bruce Wayne, you see. Like the wrong guy. Bref, cette scène de mort de l'autre con se conclut par un Freddy qui jouit très fort. Et il s'avère en fait que Vanessa, ayant, je me rappelle, pris une putain de lame de 25 cm dans le bidou qui s'est d'ailleurs nettoyée comme par magie, parvient finalement à être relevée, tout juste supporté par Mike et Abby qui prennent la fuite tous les trois, suivis d'un fondu au noir. Nous retrouvons immédiatement Mike et Abby à son école où débute un échange de la grande chatte de ce film, à savoir la directrice de l'établissement. Quoi que vous ayez fait, continuez. Alors en fait, je l'ai rendu complice de meurtre. Nous avons évidemment droit à la formule classique du dialogue de fin pour éliminer qui montre que désormais Abby et Mike s'entendent comme couilles et chemise. Qu'est-ce que tu veux pour manger? De la pizza ou des spaghettis? Je veux les deux. Choisis. Faire quoi? Je te dis que je veux les deux. Eh bah, mange tes morts. Bah, mange tes morts. Spaghetti, mais avec des boulettes de viande. Ah, ok, va pour des boulettes. Je vais chier dans tes putains de spaghettis, tu vas voir, espèce de connasse. Ils s'en vont faire un petit tour à l'hôpital où, à notre immense surprise à tous, Vanessa est encore parfaitement en vie. Car oui, ce passage sert avant tout à bien nous faire comprendre que Vanessa s'en est sortie et qu'elle sera bien sûr de retour dans le prochain film. De retour C'est vrai. à la maison, nous avons également droit à un dialogue dans lequel Abby demande à Mike si un jour ils pourront repartir voir les 5 gamins maudits du cul, ce à quoi Mike répondra: Tu veux que je te dise? Non. Faut jamais dire jamais. Putain, mais encore un qui aime les problèmes, hein, décidément. Et enfin, le film Oui, j'avoue. conclut sur un plan dans le restaurant avec Prout-Trapp en train de s'entraîner à la bonne exécution d'une position latérale de sécurité. Et quand on a vu le deuxième film, on est presque déçu de pas voir Springtrap que en flashback. C'est vrai en plus. On voit William Afton qu'en flashback dans le deuxième film. Sauf à la toute fin aussi. Bon, jeunes amis, j'allais faire une conclusion globale sur le film, mais en écrivant le script, je me suis aperçu que j'allais en fait juste essentiellement me répéter, donc j'aimerais prendre le temps qu'aurait pris cette longue conclusion peu utile pour plutôt vous parler de quelque chose d'infiniment plus important, car ça concerne l'avenir de cette chaîne. Bon, alors là, il parle d'autre chose à ce moment-là. Donc on va s'arrêter là. Putain, 44 minutes, enfin 42 minutes, allez, si on compte que la partie... et encore, non, je crois pas. Sachant qu'il a commencé à 4 minutes, allez, on va dire, il a parlé pendant pratiquement 39 minutes du film. Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse? Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, et puis franchement, son résumé m'a fait pas mal rire. Sa montage est extrêmement dynamique, j'adore comment il parle, sa façon d'écrire, son humour sur les montages qu'il fait. Parce que moi, j'aime pas les montages trop épileptiques. Pourtant, avec lui, ça passe. Il y a un côté petite animation, et en fait, il rajoute vraiment ce petit truc un peu à la con qui fait que c'est rigolo ou que ça rend la chose dynamique sans pour autant en faire des tonnes, sauf quand il veut vraiment marquer des choses absurdes ou qu'il veut faire des fois des gros moments montés d'animation ou avec son personnage. Franchement, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est pas pour rien que j'ai regardé pas mal de vidéos à lui pendant longtemps, que j'écoute aussi ses musiques, elles sont hyper sympas, que je vous invite à aller écouter sur Spotify. Et du coup, c'est ce qui conclut cette vidéo-là, enfin, pour les films FNAF. Prenez soin de vous, à la prochaine, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!